Bonjour, chers participants. Et Nous nous excusons pour ce retard technique accusé. Nous allons démarrer avec notre sujet du jour. Le plan suivi est le suivant. Après une introduction, on parlera du don du sang, les produits sanguins disponibles au Bénin, la traçabilité, l'hémovigilance, et puis nous allons conclure. En introduction, on fera un petit rappel de ce que nous connaissons tous sur le sang, qui est un tissu fluide et composé d'éléments figurés, notamment les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le plasma. Ses principales fonctions relèvent au niveau du transport de l'oxygène, du dioxyde de carbone, des éléments nutritifs et l'élimination des déchets. L'autre fonction également importante est la défense de l'organisme. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable permettant chaque année de sauver des vies. Il résulte d'une sélection médicale, clinique et biologique. Le volume prélevé est de 400 millilitres, soit environ 10% du volume sanguin. Pourquoi donnons-nous du sang? Le sang n'est pas un produit artificiel. Il est irremplaçable. On ne peut pas le fabriquer. Selon l'OMS, un pays atteint une autosuffisance en matière de sang, de disponibilité de produits sanguins si 1% de la population d'un pays est donneur. Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les 3 minutes. Les principaux receveurs sont les enfants et les femmes enceintes. Dans le don du sang, il y a des dispositions à prendre, surtout sur le plan éthique. Le don est d'abord volontaire, bénévole, engage la responsabilité du donneur. Le don ne doit pas faire objet de profit et doit se faire dans l'anonymat. Le donneur de sang doit répondre en toute sincérité au questionnaire médical, accepter de se soumettre à une visite médicale, prendre connaissance des contre-indications du don afin de s'auto-exclure et ne pas avoir de comportement de risque avant le don. Quelles sont les conditions pour donner du sang? Il faut être âgé de 18 à 65 ans, avoir un poids supérieur ou égal à 50 km, 50 kg, et la fréquence de don varie en fonction du sexe. Pour donner du sang, il faut être enregistré, faire un enregistrement. Également, il y a une étape de ce qu'on appelle pré-don, qui consiste à faire une sélection médicale. Et dans la sélection médicale, nous allons insister sur l'interrogatoire du patient, ses antécédents, les comportements à risque, c'est-à-dire un patient qui a plusieurs partenaires, un patient qui a des rapports sexuels non protégés, un patient qui s'auto-injecte des produits. Donc, nous allons parcourir ces détails. Un patient alcoolique, par exemple, nous allons parcourir tous ces détails avant le don de sang. S'il est apte, il se rendra en salle de prélèvement et puis après le prélèvement, il restera quelques minutes pour une surveillance. Y a-t-il un risque de donner son sang? Alors, le don est simple. C'est un geste simple. Le matériel de prélèvement est stérile. Il est à usage unique, donc pas de risque de contamination. Et le personnel s'occupant de cette procédure est qualifié, en a bien l'expérience. Trois objectifs au niveau
de la sélection. Il faut un recrutement, c'est-à-dire qu'on fasse une bonne sélection. La fidélisation, c'est important chez le donneur, que la même personne prenne l'habitude de donner souvent du sang. Cela va nous aider surtout à contrôler le risque infectieux et puis pour une bonne hémovigilance qu'on en parlera plus tard. Les principaux facteurs de risque associés aux malades transmissibles par la transfusion du sang sont d'une importance capitale pour la sécurité transfusionnelle et les questions qui seront posées lors de l'entretien pré-don et de la sincérité des réponses seront faites avant la conservation de l'échantillon. L'identification du donneur se fera à travers le nom, prénom, la date de naissance, l'adresse personnelle exacte, le numéro de téléphone personnel, dans la perspective notamment de permettre sa convocation pour un nouveau don, pour un contrôle ou une enquête. L'attribution d'un identifiant à chaque donneur permet de garantir son caractère unique et puis c'est un identifiant qui sera non réutilisable dans un autre établissement. Toujours dans la sélection des donneurs, la sélection des donneurs, elle est proscrite dans une population à forte prévalence de maladies transmissibles, dans une population qui est motivée par un dépistage, un examen médical ou une collation. L'entretien est obligatoire. Il est confidentiel car il permet d'établir une relation de confiance et dans l'entretien respecte le secret médical même si vous n'êtes pas sélectionné. Il y a également une étape qui est très essentielle, pour ne pas dire deux, l'examen médical. L'objectif est de rechercher une affection contre-indiquant le prélèvement ou une affection transmissible par la transfusion. La sélection est faite par une personne habilitée au regard d'une documentation médico-technique actualisée. Au cours de l'entretien, le candidat doit avoir apporter une pièce d'identité qui confirme son identité. Toujours dans l'entretien et l'examen pré-don, cela permet d'évaluer l'aptitude du don, la tolérance du prélèvement rassuré, la prélèvement aux tolérances, la tolérance au prélèvement du moins, les contre-indications au don et aussi informer le patient au don de la possibilité de compléter ou de modifier ses réponses après l'examen et le prélèvement. Informer un candidat apte au don ou inapte en évoquant les motifs de son exclusion et de l'orienter au besoin vers une structure de prise en charge médicale. Toujours au niveau du don, il faut, en dehors de la sélection médicale, il y a des tests à réaliser. Et ces tests varient en fonction du don, du type de produit et la qualité des produits préparés. Les dons dirigés n'existent pas au Bénin. Ils n'existent plus. Cela se faisait, mais ne se font plus au Bénin. Et un don dirigé doit être exceptionnel, surtout chez les patients qui ont un groupe rare ou bien chez les patients qui ont une immunisation qui est très complexe.
Ce sera à l'appréciation au cas par cas par le médecin responsable. Nous partageons avec vous les produits sanguins disponibles au Bénin et leurs indications. Nous avons le sang total. Le sang total est indiqué au cours des anémies. La transfusion de sang total est indiquée au cours des anémies, les hémorragies de la délivrance, l'hémorragie chez un hémophile, les patients accidentés, la drépanocytose, la thalassémie, l'incompatibilité fœto-maternelle dans les groupes sanguins, pour ne citer que ceux-ci. Le culot globulaire, c'est en matière de transfusion, en matière d'anémie, c'est le produit sanguin qu'on préfère le plus parce qu'il contient des concentrés de globules rouges. Il est indiqué pour dans les mêmes conditions, l'hémorragie, l'anémie, la thalassémie, pour ne plus répéter. Nous avons aussi le plasma frais congelé. Le plasma frais congelé est un produit sanguin labile qui est aussi important dans la prise en charge des malades. Il est indiqué dans les hémorragies de la délivrance, les sanguinotransfusions, l'hémophilie ou les troubles, d'autres autres troubles constitutionnels de la coagulation, les brûlures étendues, la CIVD aussi. Les plaquettes, le concentré de plaquettes standard, elle est indiquée dans les thrombopénies et dans les thrombopathies. Voici la fiche qui nous permet la fiche de distribution nominative. Cette fiche est à remplir dans tous les détails. Nous avons au niveau de cette fiche la date de la demande, l'heure de la demande, la formation sanitaire. Pourquoi la date est importante? La date est importante au cas où la fiche se perdrait ou bien au cas où le produit ne sera pas servi le même jour pour qu'on puisse avoir une traçabilité. L'heure aussi est importante puisque certains produits sanguins ne doivent pas rester longtemps après leur distribution avant d'être administrés aux malades. Donc, d'où l'importance de l'heure. La formation sanitaire qui délivre le produit, le service demandeur, nom et prénom du receveur, ainsi de suite. Chaque détail est très important. Le groupe sanguin, l'âge, tout est important. À présent, nous allons parler de la traçabilité. La traçabilité est l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité au moyen d'une identification enregistrée, fondamentalement pour la qualité et la sécurité de la transfusion sanguine. Et c'est ce dont nous étions en train de parler au niveau de la FDN, de la fiche de distribution nominative. Nous avons quelques facteurs qui influencent la disponibilité des produits sanguins labile. Au niveau de la collecte du sang, nous avons la collecte du sang a chuté de 25% en Afrique. C'est une source de l'OMS de 2021, ce que l'OMS a publié en 2021. Le taux de don de sang a chuté de 17% en 2021. Il y a également, nous devons insister sur l'utilisation rationnelle des produits sanguins. Parfois, nous exagérons, nous praticiens, dans l'utilisation des produits sanguins. Cela peut nous amener à avoir une pénurie et que les patients nécessitants se retrouvent en manque. L'accessibilité géographique et financière. Il y a certains produits sanguins qui ne sont pas disponibles dans certaines zones et cela rend la prise en charge difficile. La capacité de conservation, le fractionnement, la capacité d'assurer un stock de sécurité et sa gestion. En conclusion, nous dirons que les besoins en sang sont quotidiens. Rien ne remplace le sang. La transfusion sanguine est vitale en thérapeutique. Donner son sang, c'est sauver des vies. Nous vous remercions.
Merci beaucoup, docteur, pour cette belle présentation. Nous allons passer à la deuxième partie de notre programme, celle de la phase des questions-réponses. Donc, si par rapport à ce thème, vous aviez des préoccupations, vous pouvez toujours lever la main et poser vos préoccupations. Oui, docteur, vous avez la parole. Isiakou Bata. Oui, bonjour, je suis infirmier diplômé d'État. Je suis au Cameroun, je suis précisément à Gawa. J'aimerais un peu demander, est-ce que il y a un risque je sais pas, quel est le risque que l'on court si on donne le sang à une durée de moins de 3 mois? Par exemple, il y a une contrainte, peut-être question de vie ou de mort, et vous êtes la seule personne qui a ce groupe sanguin et vous avez donné du sang peut-être à 2 mois environ. Quel est le risque que tu cours, ou bien que le patient court en donnant de son sang à ce malade-là? Est-ce que ça va aider ou bien ce serait que de l'eau simplement? Merci. Merci à vous, Monsieur Isiakou. Je ne sais pas s'il y a mais d'autres questions avant que nous puissions passer la parole à Dr. Charlotte. Dr. Charlotte, vous pouvez répondre à la question. Merci. Merci, docteur, et merci pour... c'est une très belle question. Alors, le risque du don rapproché, avant d'abord de prendre cette décision, il faut être sûr d'appartenir à un groupe rare qu'on ait cherché et qu'on n'ait pas trouvé. Parce que si le don est rapproché en dehors de le nombre qui est recommandé, le donneur court un risque d'anémie, de faire une anémie carentielle. Donc, dans ce cas, supposons qu'il avait donné un mois à l'avance. Avant de faire le second don, parce qu'il est dans une situation d'urgence, il faut quand même qu'on lui fasse un taux d'hémoglobine pour voir si son taux d'hémoglobine est normal, pouvant lui permettre de donner à nouveau. Parce que c'est vrai, on veut sauver des vies, mais est-ce qu'il faudrait qu'on se tue nous-mêmes d'abord? C'est la question qui se pose. Et je pense le médecin parle plus, se réfère plus aux hommes, hein, parce que nous savons, nous les femmes, nous saignons énormément. Donc, une femme fait de dons rapprochés, saignement plus dons rapprochés, cela ne l'arrangera pas du tout. Ce n'est même pas, on ne conseille pas à une femme de faire une telle pratique. La femme peut donner maximum 4 fois, 4 fois maximum par an. Et l'homme, 5 fois. S'il veut, exceptionnellement, il peut aller jusqu'à une sixième fois en cas d'exception, mais il ne doit pas dépasser 5 fois. La femme, le minimum, c'est 3 fois. Exceptionnellement, il peut aller jusqu'à 4 fois. L'homme, c'est 4 fois. Il peut aller exceptionnellement jusqu'à 5 fois.
Et en cas d'extrême urgence, si ces conditions les lui permettent, il peut donner une sixième fois de façon très exceptionnelle, mais cela ne doit pas être dans sa routine. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, quelqu'un a écrit question. Vous pouvez prendre la parole. Mamadouba. Oui, Madame Jessica, vous avez la parole. Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si les personnes tatouées peuvent donner leur sang. Merci. Merci. Vous pouvez y aller directement, docteur Charlotte. D'accord. Non, les personnes tatouées ne peuvent pas donner du sang parce que le dispositif qu'on utilise, personne ne connaît les mesures hygiène. Surtout au Bénin, les personnes tatouées sont exclues du don du sang parce que les dispositifs qu'on utilise ne respectent parfois pas les conditions d'hygiène recommandées pour faire du tatouage. Donc, chez nous, c'est non, au Bénin. Dans certains pays où c'est bien encadré, je ne peux que parler je ne peux que parler de moi, mon pays, parce que c'est la réalité de mon pays que je connais. Je ne sais pas si Madame Jessica Gauche ou une autre a eu la réponse à sa question ou si elle est. C'est bon, ça peut aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a, merci, il y a une autre main levée. Oui. Mamadouba, vous avez la parole. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Je voudrais savoir, en termes de pratiques courantes au Bénin, quels sont les accidents transfusionnels les plus fréquents? C'est ma première question. Et l'autre question, c'est de savoir quels sont les examens qui contre-indiquent de façon formelle le don de sang. Merci. Docteur Charlotte, vous pouvez y aller directement. Mhm. Je vais répondre à la première question. Mais la deuxième question, j'aurais besoin qu'il m'oriente un peu plus. Les accidents transfusionnels les plus fréquents, surtout en matière sont observés au niveau de la transfusion ankyloglobulaire. Globulaire qui se traduit par la fièvre et des frissons. Bon, vous savez, la fièvre peut donner lieu autre chose, peut-être un paludisme ou une infection. Tout dépendra de ce qui engendra la fièvre. Mais c'est très rare. Au niveau des PFC aussi, au niveau des PFC, certains patients font des réactions allergiques à type de prurite, urticaire. C'est ce qu'ils font. À cause des protéines et des immunoglobulines contenues dans le plasma. Maintenant, il a demandé s'il y a des analyses qui contre-indiquent la transfusion, ou bien c'est moi qui... Je n'ai pas compris cette question, la deuxième question. Docteur, Allô? vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Voilà, merci pour la réponse à la première. Maintenant, je voudrais savoir, pour le préciser, d'abord, quels sont les examens qui doivent être formellement demandés pour un don de sang? Maintenant, au décours des résultats, qu'est-ce qui contre-indique le don de sang?
Bon, c'est une question qui paraît un peu basique, mais je voudrais avoir la réponse des spécialistes. Merci. Alors, merci, docteur. Au niveau de la sélection du donneur, c'est le taux d'hémoglobine. Si le taux d'hémoglobine est bas, c'est-à-dire si le patient a une anémie, selon la définition de l'OMS, nous, on l'exclut du don. Il est d'office exclu. Après, sur les poches, au cas où il passerait cette étape, sur les poches, les autres examens qui se font, les examens viraux et la toxoplasmose, la toxoplasmose, la sérologie, les sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, et TPHA, VDRL. Si tout ceci est positif, ou bien si l'un de ces examens se révèle positif, automatiquement le sang n'est pas utilisé. Bon, en cas d'urticaire, nous utilisons, on arrête d'abord la transfusion, nous utilisons un antihistaminique et ou la corticothérapie. Mais cette poche sera arrêtée quand la transfusion sera en cours. Cette poche ne sera plus, on ne continuera plus cette transfusion. Il faudra trouver une autre poche, déclarer, faire une déclaration à la banque du sang et puis faire la déclaration de l'effet secondaire à la banque de sang avec l'heure de l'incident, la quantité restante. On va évaluer la quantité qui est passée déjà à partir de la quantité restante. Et puis, il y a un formulaire qu'on remplit qui renseigne tous ces détails. Le nom du patient, et l'âge, l'heure de la transfusion, l'heure à laquelle l'incident est survenu, la quantité de sang reçu, le produit sanguin reçu. Tout cela est renseigné. Mais comme conduite pratique sur le champ, pour l'urticaire, c'est un antihistaminique et ou une corticothérapie et puis arrêt de la transfusion. Merci, docteur. Je ne sais pas. Après l'investigation se fera par le correspondant d'hémovigilance. Dès que les fiches seront envoyées, il va mener des enquêtes pour déterminer la cause de cette réaction. Il y a une personne qui a levé la main. Wenmeta, je vous donne la parole. Ok, merci docteur, merci à la conférencière du jour. Il y a une question qui a déjà été posée, j'aimerais revenir là-dessus pour mieux comprendre. C'était à propos des personnes tatouées qui sont exclues du don. J'aimerais mieux comprendre, est-ce une exclusion temporaire en fonction du délai auquel le tatouage a été fait ou c'est définitif? Parce que je me dis, si l'argument, c'est vraiment pour, comme on le sait, avoir du sang plus ou moins sûr, et parce qu'on se douterait des outils ou de ce qui a été utilisé ou la technique utilisée pour les tatouages, je me dis que on pourrait avoir un délai à partir duquel on sait que le tatouage a été fait, comme tous ceux également qui feront des soins dentaires ou des gestes ou je vais dire des comportements à risque, ainsi de suite. Est-ce que, j'aimerais comprendre, est-ce que cette exclusion de cette personne de la liste des donneurs, est-ce que c'est définitif
ou bien un délai à partir duquel cette personne pourrait donner son sang? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Pour le moment, c'est définitif. En tout cas, dans notre pays, c'est définitif à cause des techniques utilisées. Parce que, bon, et le tatouage, quelles que soient les conditions, déjà ne donne pas, je ne sais pas, hein, je me réserve de juger, mais dans notre société, ne donne pas une bonne impression. Qui fait tatouage est étiqueté comme une personne, il est déjà jugé. Donc, ce qui fait que l'exclusion a été formalisée et cela ne vient pas de nous, cela vient directement de la NTS. En fait, nous les excluons à cause des lois qui ont été régies par l'Agence nationale de transfusion sanguine, de la transfusion sanguine. Je pense qu'il y a une question dans la messagerie. On dit Oui, est-ce oui, oui, possible nous allons d'avoir répondre. Est-ce qu'il peut, est-ce une qu'il fiche qu'il de peut avoir. recommandation? Bon, chaque pays a sa fiche parce que j'ai vu qu'elle est du Cameroun. Chaque pays a un modèle. Donc, vous pouvez vous rapprocher de la banque de sang de votre centre qui est proche de votre centre. Ou bien, si vous le désirez, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous envoie un modèle. Cela ne nous gêne pas du tout. Elle a besoin du modèle. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Docteur Abel, vous avez la parole. Puis après, la personne qui a le téléphone iPhone a la parole. Ok, merci pour la parole accordée. Je salue les collègues et merci aussi pour la présentatrice. Merci beaucoup. J'ai pris le train avec un grand retard à cause des réseaux et autres. Bon, j'aimerais juste savoir la pratique, le test d'agglutination au lit du malade, ça fait partie toujours des bonnes pratiques ou bien cela s'avère déjà inefficace. Bon, je ne sais pas si lors de l'exposé, cela a été évoqué. J'aimerais juste savoir un petit point sur ce point. Merci. Merci beaucoup à vous. Et le test au lit du malade. Alors, le test au lit du malade est appelé test ultime. Donc, on peut, le médecin, vous savez, à la base, la transfusion est un acte médical qui engage la responsabilité de tout un chacun. Et les manipulations, les produits sont manipulés par des humains. Donc, on peut avoir, je- c'est, c'est une supposition, il peut y avoir d'erreurs. Maintenant, vous qui posez l'acte et nous qui savons que nous sommes engagés, il faut qu'on fasse notre test pour qu'on soit sûr. C'est tellement important avant de transfuser un malade, de lui faire ce test-là. Ce n'est pas exclu de la pratique, c'est toujours de mise. Et je pense même jusqu'à demain. C'est vrai que je n'ai pas parlé, je n'ai pas donné ce détail parce que nous sommes en train de parler du don du sang.
Or, ici, c'est le receveur qui est concerné. Le test au niveau du malade concerne le receveur. Mais c'est très important. C'est médico-légal. Merci. Docteur Edouard, vous avez la parole. Oui, allô, bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, Ok, merci beaucoup. Je voudrais faire, bon, disons un petit commentaire, peut-être aussi une question, à la suite de la réponse qui a été donnée concernant euh, l'exclusion des gens qui ont un tatouage, en fait. Bon, la présentatrice, en répondant, avait abordé l'aspect en fait, ce qu'on pense, ce que la société, l'étiquette qu'elle donne au sujet qui ont des tatouages. Bon, je pense que si on prend la question sur cet angle-là, euh, on va, on peut se retrouver à exclure plusieurs personnes si on veut se fier aux conditions dans lesquelles euh, les tatouages ont été faits. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'abord, les tatouages, euh, nous, en tout cas aujourd'hui, on voit plus le côté fantaisiste de la chose. C'est-à-dire le côté qu'on veut se faire voir. Et, bon, ça rattache un peu à la délinquance. Mais euh, même traditionnellement, les gens font des tatouages sans être fantaisistes, hein. Je veux dire, on fait des tatouages, par exemple, les adeptes de vaudou, ils font des tatouages au niveau de certains lieux précis, notamment au niveau de la jambe et au niveau de l'avant-bras. Également au village, les gens font des tatouages pour pouvoir s'identifier. On met leur nom ou bien les choses qui sont relatives à leur clan qu'on met au niveau d'une partie de leur corps. Donc, si on se retrouve à exclure en tenant compte des conditions dans lesquelles c'est fait, je pense que on peut se retrouver dans des cas où vraiment beaucoup de choses là seront exclues. Et aussi, je veux parler par exemple des gens qui ont des scarifications. Si on veut se référer aux conditions dans lesquelles c'est fait, c'est que c'est le risque de maladies transmissibles, c'est que cela existe. Et si on veut vraiment balancer de ce côté, juger de cette façon, les cas d'exclusion vraiment seront importants. Donc, c'est juste un commentaire que j'ai voulu faire par rapport à cet aspect de la chose. Même les circoncisions qui sont faites à domicile et puis on ne sait pas dans quelles conditions. Ça veut dire que les sujets peuvent banalement, en fait, se faire transmettre des maladies sans qu'on le sache. Donc, est-ce qu'il faut vraiment voir ça sur cet aspect ou bien c'est le fait peut-être que dans nos agences de transfusion sanguine, on n'a pas peut-être encore des moyens d'identifier, peut-être de faire les sérologies adaptées pour pouvoir exclure en fait de potentielles affections qui pourraient être transmises par ces voies-là, on a voulu d'emblée les exclure. Sinon, c'est quand même, si on veut vraiment faire les statistiques, je pense qu'on va se retrouver avec beaucoup de personnes qui ont des tatouages. Parce que il y a pour certains, on peut voir, il y a d'autres, on ne le voit pas du tout. Donc, est-ce que c'est réellement le tatouage, m'as-tu vu, ou bien le fait que dans nos agences, nous n'avons pas les capacités d'identifier de potentielles maladies transmissibles qu'on pourrait transmettre par ces différentes voies-là, qui contre-indiquent, enfin, qui fait exclure les sujets qui ont des tatouages. Donc, c'est un peu le petit commentaire que j'ai voulu faire. Et peut-être la présentatrice pourrait quand même donner son avis par rapport à cela. Je vous remercie. Merci, docteur, pour votre commentaire qui est très instructif. Et bon, vous savez, c'est un problème de législation et ce n'est pas nous qui, qui établissons les lois. Peut-être que nous allons poser le problème aux autorités pour que cela soit discuté.
Mais sinon, pour le moment, jusque-là, ils sont exclus. Donc, c'est la réponse que j'ai par rapport à votre commentaire. Ok, merci, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, docteur. Moi, j'ai une seule question. Qu'est-ce que vous auriez vraiment aimé que nous, les praticiens, les professionnels de la santé, on puisse vraiment garder de la science de ce jour? Alors, comme je l'avais dit au début de ma présentation, notre objectif principal, c'est de promouvoir le don du sang. Et donner son sang, c'est sauver une vie. Parce que, comme je l'avais dit aussi, quand un praticien voir un patient, son patient mourir par manque de produits sanguins, je pense que donner du sang devrait être systématique pour d'abord nous, les praticiens, et l'éthique du bénévolat ne devrait même pas nous concerner parce que on a juré sauver des vies. Dans notre serment d'Hippocrate, nous avons juré sauver des vies. À partir du moment où le don du sang en donnant du sang, on sauve des vies. Je crois que le mot bénévolat le terme bénévolat ne devrait pas concerner les agents de santé. Donc, après cette séance, il faut qu'on aille donner du sang. Je n'ai pas voulu envoyer l'image de mon don du mois dernier pour ne pas. Sinon, le don du sang est très important et je nous invite, surtout nos agents de santé, à faire ce geste qui sauve des vies. On peut se retrouver même, un parent lointain peut se retrouver en manque parce que d'autres personnes n'ont pas donné. Donc, si tout le monde donne, ce sera une cause commune de sauver des vies. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vais profiter pour annoncer le prochain webinaire de formation qui sera pour le samedi prochain et qui abordera la thématique myélome multiple. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à consulter notre plateforme Rema Learning afin de pouvoir avoir tous les cours que nous avons déjà fait jusque-là et celle d'aujourd'hui également. Je profite également pour vous annoncer que nous avons une nouvelle version de la plateforme Rema et que vous pouvez toujours mettre à jour pour ceux qui ont déjà l'application et que vous pouvez toujours télécharger pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je vous souhaite tous une bonne journée et merci vraiment à Dr. Charlotte pour les efforts. Merci pour la séance de ce matin. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup, docteur Pascaline, et merci à tous, merci aux participants, et que vivement cette cause commune soit nôtre et que chacun puisse donner du sang pour sauver des vies. Merci aussi au service d'hématologie parce que nous travaillons toujours en équipe. Bien que je sois la présentatrice, nous sommes une équipe de six médecins et nous travaillons pour la cause commune. Merci à vous. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir.